Souvent associé à la tristesse, à la mort, à la noirceur et aux enterrements, le deuil est encore un sujet tabou que souvent on rejette jusqu'à ce qu'on ait à y faire face. Moi-même, j'ai pu expérimenter le deuil sous différents aspects dans ma vie à plusieurs reprises, que ce soit le deuil d'une relation, la perte d'un être cher, le deuil d'objets que j'ai possédés, ou aussi le statut social ou encore un titre identitaire auquel je m'étais attachée. Le deuil est en fait bien plus présent dans nos vies que l'on ne pense et il est possible de le voir de façon positive et bienveillante. Je suis Julia Braga, architecte de formation et spécialisée dans le processus de création. J'accompagne aujourd'hui des entrepreneurs et artistes à réaliser leurs projets avec calme, confiance et énergie. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Karine Leclerc, alliée du deuil. Bonjour Bonjour Karine. Julia. Bonjour Julia, c'est un plaisir. Je suis vraiment ravie de t'accueillir parce que je crois que tu as les clés précieuses, en tout cas pour nous aider à vivre une vie plus épanouie. Ce qui peut paraître d'ailleurs un peu paradoxal quand on parle du deuil, En effet, oui. parce que c'est vraiment l'idée de vivre pleinement. Mais je pense que c'est un sujet important et vraiment d'actualité. Alors aujourd'hui, C'est un sujet qui touche tout le monde. déjà, comment toi, tu as commencé dans le deuil? Qu'est-ce qui t'a amené à faire ce que tu fais aujourd'hui pour devenir allié du deuil? C'est drôle parce que ce que je dis souvent, c'est que j'ai fait le stage avant l'apprentissage, c'est ça l'université de la vie pour moi. Fait que dès ma naissance, mon père était déjà en fin de vie. Alors, c'est comme si déjà j'assistais à l'accompagnement. Tu sais, moi, j'accompagne le deuil et aussi la fin de vie. Évidemment, je dirais quand même que j'ai une clientèle endeuillée plus grande que de fin de vie parce que c'est quand même méconnu encore. Là. Moi, je ne fais pas des soins de confort physique. Il y a des personnes exceptionnelles qui font ce travail-là déjà, mais je fais plus le travail d'accompagnement, soit avec l'hypnose, la méditation et tout ça. Et donc, j'aime croire que j'ai ressenti, que j'ai appris de ma mère, même si j'étais toute petite, qui a accompagné mon père, qui est décédé, j'avais 1 an et demi. Donc, dès mes premiers, tu sais, je pense qu'avant 2 ans, tu sais, les enfants, on ressent beaucoup, donc on est comme des petites éponges. Et ça a été ma première expérience. Par la suite, j'ai eu j'appelle tout le temps mon deuxième père, parce que pour moi, ça n'a pas été le conjoint de ma mère, ça a été un père pour moi. Et une belle relation de confiance, mais mon père aussi est décédé, j'avais 8 ans, dans un accident avec mon oncle. Alors, on était confrontés là, à un double deuil et presque triple deuil pas longtemps après, parce que mon cousin est décédé aussi dans la même période. Alors, c'est comme si je tombais dedans comme Obélix, là, tu sais, pour pas faire des jeux de mots plates, mais c'est un peu ça, en fait. Je suis née là-dedans, je suis née dans le deuil constamment à la mort. Puis, malgré tout, c'était quand même tabou dans ma famille. Je pense que les émotions reliées à la mort étaient plus tabous que la mort, mais du moins, c'est comme si c'est comme Voldemort. Il ne faut pas dire le mot parce que ça va. On se disait, en tout cas pas moi parce que j'étais enfant, mais j'entendais les adultes se dire c'est qui le prochain, tu sais. J'entendais ça à toutes les Noëls. Fait Wow. que c'est comme ça que j'ai. C'est comme si, en fait, c'est le créneau qui m'a choisi plus que moi. Mais aujourd'hui, je suis très bien. Est-ce Ouais. qu'on peut parler d'une mission de vie? Je trouve ça tout le temps un peu. Je ne vais pas mettre de pression avec ça, mais en tout cas, si on ne joue pas avec les mots, je pense que je suis sur mon X, en tout cas, avec ça. Je pense que j'ai développé une hypertolérance à l'anxiété de deuil, au stress de deuil. Puis aujourd'hui, ben, souvent les gens me disent comment tu fais pour travailler avec des personnes en deuil, puis avec des personnes en fin de vie tout le temps. Puis... Mais pour moi, c'est vraiment pas. Je ne suis pas vidée à la fin de mes journées, au contraire, je me sens remplie. Fait que voilà, une mission, ben, peut-être. Est-ce que tu as eu peur de te lancer dans cette voie, puisque même si on sait que la mort a souvent été présente dans ta vie, est-ce que tu Mhm. as eu peur de te lancer, te dire je veux en faire mon métier, je veux gagner ma vie avec ça? Des résistances peut-être? As-tu hésité? J'ai été confrontée à beaucoup de choses. Premièrement, j'ai commencé très jeune à aider. J'ai fait du bénévolat très, très, très longtemps pour les personnes en fin de vie. Puis dans l'ombre, ben, déjà, j'exerçais à voir comment ma relation était avec ces personnes-là, étant donné que je n'étais pas impliquée émotivement. Hmm. Évidemment, j'aurais pas. J'ai participé à un gros concours en 2008
pour avoir des subventions, pour pouvoir créer quelque chose qui était... tu sais, je suis quelqu'un qui est très créative, là, fait que les idées ne manquaient pas, mais vraiment de créer un projet face à cette aide-là que j'aurais voulu. Mais je sais aujourd'hui que je n'aurais pas pu le faire de la même façon. J'avais encore beaucoup de, on va dire le mot guérison, mais beaucoup de choses à travailler avant. Alors, j'étais confrontée à mon âge au départ, parce que les gens me disaient souvent, je comptais pas mon histoire, puis les gens ils me disaient, ah, tu vas voir, tu vas en voir d'autres. Tu sais, comme si moi, ben en fait, je sais que mon parcours est, on a toutes des épreuves, là, mais mon parcours est plus concentré sur la mort, ce qui est plutôt rare. Et fait que j'avais comme beaucoup à me battre pour la crédibilité de l'aide que je voulais apporter. Et l'autre chose aussi, c'est que la psychologie en tant que telle, ça me ressemble moins. Je suis quelqu'un qui... Il y a tellement de bonnes personnes qui font ça. Puis je me dis, ben, il faut que je sois psychologue si je fais ça. Puis en fait, il y a des très bonnes psychologues qui m'ont aidée. J'ai moi-même, tu sais, été en séance longtemps avec des thérapeutes exceptionnels, mais c'est pas vraiment ce que je voulais faire. Puis je me demandais, je me suis questionnée longtemps à voir qu'est-ce que je voulais faire avec ça. Je suis revenue à moi à un moment donné, puis je me suis dit, fais ce que tu aurais aimé recevoir. Et c'est là que mon entreprise Alliés du Deuil a vraiment... là, c'est là que ça a levé. Là. C'est comme si j'assumais pas totalement de faire différemment. Ah oui. Voilà. Puis en plus, j'ai toujours été comme ça. J'ai toujours voulu faire différemment, puis là, je voulais plus. Quand je suis revenue à ce que je suis, ça a super bien été. Oui, quand tu reviens à ce que tu es, ça a super bien été. Mm. Mais écoute, moi je confirme parce que tu m'as aidé en tout cas à voir le deuil vraiment de façon plus positive, plus sereinement aussi, pas comme une montagne, parce que en effet dans la société il reste quand même un sujet tabou. Peux-tu nous donner ta ou la définition du deuil, en tout cas celle que toi tu aimes donner au mot deuil? Je pense que je donne jamais la même à chaque personne. Vrai. En fait, évidemment, on associe beaucoup le deuil à la mort, mais il y a plusieurs morts dans une vie. Il y a la mort de projets, de rêves, de séparation. C'est très difficile. Comme tu le disais si bien en début aussi d'entrevue. Je pense que c'est une perte. Tu sais, c'est le mot perte, de perdre quelque chose, puis de se sentir un petit peu plus peiné, tout ça, ou impuissant face à des situations aussi. Et le deuil, c'est large, parce que des fois, on peut voir quelqu'un qui vit un deuil, puis tout à coup, on se trouve confronté à quelque chose. Fait que c'est comme, c'est comme le titre de mon livre qui sort bientôt. Là, je suis en train de plugger mes affaires, mais c'était pas voulu. Mais c'est le titre que j'ai choisi parce que pour moi, c'est la définition la plus claire et imagée. C'est le deuil est un chemin de Compostelle intérieur. C'est très beau, c'est vrai. Puis, on a le choix, là, tu sais, vraiment, on n'est jamais... On a beau lire des livres, là, puis on a beau se préparer puis parler à des personnes qui l'ont vécu, mais c'est quand on le fait, le chemin de Compostelle, que c'est nous autres qui avons mal aux genoux, qu'on a des ampoules, qu'on est tanné, qu'on est fatigué, mais qu'on peut voir aussi des beaux paysages, puis vivre de l'entraide. Puis, il n'y a pas de côté agréable à vivre dans la souffrance, mais il y a quand même des, des belles résultantes qui peuvent s'ajouter à notre vie à travers les rencontres qu'on fait, puis avec ce qu'on va chercher à l'intérieur de nous, justement. Tu travailles dans un milieu, en tout cas, où il y a beaucoup d'émotions qui circulent. Mm-hmm. On a parlé un petit peu de la souffrance. Aujourd'hui, je voudrais plutôt aller vers la tristesse, qui est comme collée au deuil, plus que la souffrance, j'ai l'impression. Euh, Comment toi, tu fais pour déjà ne pas te laisser submerger par les émotions? Parce que tu en vois tellement, là, c'est ça ton quotidien. Comment tu fais déjà pour ne pas te refaire remporter par la vague? Par les émotions des autres, tu veux dire. Hein? Oui. C'est exactement la raison pour laquelle j'aurais pas pu le faire en 2008. Parce que j'avais pas liquidé. Tu sais, j'avais écouté une entrevue d'une émission magnifique, un reportage qui ne m'a pas tuée. Et cette émission-là, il y avait deux hommes qui parlaient. Puis son ami, il dit, faut que tu remplisses, je me rappelle pas que l'expression qu'il disait, mais il faut que tu remplisses ton pot, mettons. Okay? On va dire comme ça. Et tu sais, c'était comme une façon vulgarisée de dire, il faut que tu pleures ce que tu as pleuré. Alors, puis sinon, ben il y a de la projection beaucoup. Alors, je pense que ça aurait été mal un peu pour moi, pour moi-même. Je me serais fait violence à vouloir aider les autres, de m'aider à travers les autres. Alors, non, je suis plus submergée. Par contre, ça ne veut pas dire que je ne suis pas touchée.
Oui. parce que je vis. C'est rare que j'ai pas accompagné quelqu'un en fin de vie qui n'a pas des larmes, qui ont Mhm. coulé sur mes joues. Mais il y a une différence entre être envahi par l'émotion et être touché Tout par à la fait. confiance, par l'échange que je peux avoir avec quelqu'un. Puis il y a quand même une espèce de... C'est tout un cadeau, quelqu'un qui se confie en nous, qui nous fait confiance. Fait que c'est sûr que, ben, en dedans, il y a cette résonance-là. Mais quand la personne, pour moi, elle pleure, il faut que je fasse attention pour pas qu'il y ait un sourire qui apparaisse sur mes lèvres. Parce que moi, je le sais que le plus gros du cheminement que j'ai eu à faire, le plus difficile, ça a été que je commence à pleurer. Mhm. J'étais hyper Comme- sensible. J'écoutais Le Roi Lion. J'en avais pour 2 heures à m'en remettre. J'écoutais, je me rappelle, dans mon journal du secondaire, on avait écrit quelque chose comme que je pleurais sans arrêt parce que j'avais écouté, voyons comment il s'appelle, celui qui a traversé avec une jambe, là. Voyons. En tout cas. Et puis moi, je me remettais pas là, de ce reportage-là. Je pleurais. Mais en fait, je pleurais tout à travers tout, sauf mes vraies affaires. Et puis à un moment donné, évidemment, j'ai pleuré mes émotions. Et ça m'empêche d'être immergée par les émotions des autres. Mais je me laisse toucher. Mais quand les gens pleurent, moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Ça a l'air fou à dire, mais c'est ça. Ouais, non, c'est vraiment c'est parfait. Je pense qu'en effet, les émotions sont là pour être traversées, pour passer. Puis, comment toi, en tant qu'entrepreneur, justement, t'organises ta semaine pour balancer ou gérer ton énergie? Parce que Oui. peut-être vivre tes propres dualités, parce que, comme tu dis, tu pleurais beaucoup pour les autres, puis on peut être touché. Mais toi, comment tu te donnes la place? Comment tu organises tes journées ou ta semaine, ouais, pour garder tes émotions? Ben c'est clair que je suis très, très, très consciente là, que dans l'entreprise que j'ai créée, il faut que j'ai une hygiène émotive absolue. Tu sais, ça veut dire que moi aussi, j'ai des personnes qui m'aident. Mm. Ça veut dire que quand moi, je vis mes propres deuils, ben, je me dois de me préserver aussi. Pas de me protéger, j'ai pas besoin de me protéger, mais je me préserve dans le sens que je suis capable d'être à l'écoute de moi. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est nouveau. Tu sais, ça fait pas 20 ans là, que je fais ça. J'avais les yeux toujours orientés dans les trous de yeux de l'autre. Tu sais. Qu'est-ce qui va faire du bien à l'autre, je vais le faire. Là, ça paraît bien dans un CV comme ça, mais tu sais, j'étais vraiment, vraiment... C'était difficile pour moi de savoir c'était quoi mes besoins à moi. Je voulais tellement être aimée, je voulais tellement avoir une famille que j'avais perdu ça. Donc, dans mon entreprise, je suis très consciente que je dois alléger puis penser à moi. Ouais. Avant, j'avais 5 jobs en même temps, puis il me restait 5 minutes, c'était pour l'Afrique. Tu sais, je disais, c'était toujours. Aujourd'hui, je suis capable d'être avec moi-même, fait que je suis bien à avoir des journées de congé. Puis des Mm. vacances, c'est pas celles qu'on a besoin qui sont les meilleures, c'est celles qu'on n'a pas besoin. Fait qu'aujourd'hui, ça, je l'ai compris. Fait que ça fait partie de mon hygiène de vie, là. Fait que mon horaire est assez allégé. Je travaille pas soir et week-end, je suis une princesse. Ça fait... Moi, je suis une princesse, je travaille pas soir Tu et as week-end. créé ton emploi, tu as J'ai créé. créé ça, oui. J'ai choisi que ça marcherait. Puis Ouais. tout le monde me dit, ouais, Mathilde, le monde travaille le jour. Ben, je comprends. Il y a des très bons psychologues, des très bonnes personnes. Je référerais autrement. Mais ça fonctionne. Les gens s'arrangent. Comme moi, s'il faut que j'aille chez le dentiste, c'est le jour. Ben, quand j'avais un emploi de 8h05, je m'arrangeais parce qu'à un moment donné, il faut y aller. Donc, c'est de prendre soin de ça. C'est des choix qu'on fait. Voilà. Prendre soin de soi, justement, quelle est la place que tu donnes à la joie dans ta vie, d'une manière générale? C'est drôle, c'est l'émotion qui a été le plus compliquée pour moi. Puis les gens auraient pas pu dire ça, parce que je pense que là, je suis un peu gênée en entrevue comme ça, mais j'ai vraiment un sens d'humour beaucoup. Là. J'aime beaucoup rire, j'ai un sens d'humour, c'est ça, je ris beaucoup. Mais de ressentir la joie, ça fait comme, je dirais, plus de 3 ans, Ok. à peine. Je pensais que je la ressentais, mais je savais pas que ça faisait mal être Mhm. heureux. Je savais que la tristesse, la colère, ça faisait mal, mais la joie, je ne savais pas. Et ben, ça fait mal quand on fait la trail, en fait, hein, quand le chemin se fait. Et, euh, et là, mais là, moi, je tripe, je veux tout le temps rire. Je suis là-dessus tout le temps. J'ai tout le temps, mes projets sont orientés pour me faire du bien, pour rire dans la joie. Puis même dans le deuil, tu sais, je fais des conférences des fois, puis on rit. Tu sais, moi, j'aime pas la lourdeur. J'ai vécu dans de la lourdeur toute ma vie. J'ai choisi la lourdeur longtemps dans ma vie aussi parce que j'ai été victime. Tu sais, j'ai fait le choix d'être victime une partie de ma vie, puis ben, j'ai vécu dans la lourdeur. Et aujourd'hui, je veux plus ça. Je veux plus être dans la lourdeur, je veux être dans la légèreté, même si la situation est lourde. Hmm. Ça veut pas dire... En fait, c'est que je suis capable de rire, puis de pleurer, puis les deux émotions sont vraies, puis ça dans la même heure.
Oui, c'est pas l'un pour compenser l'autre. On ne met pas plus de joie pour faire taire la souffrance ou la tristesse. Oui, puis il fait pas d'ombrage non plus. Avant, tout faisait ombrage à tout. Ça devait être dur de me suivre un peu, pour vrai. Là. Mais aujourd'hui, tu sais, je le sais que puis moi, je suis pas gênée, là. Tu sais, je veux dire, s'il y a des larmes qui coulent, je suis zéro gênée avec ça. J'ai tellement eu honte d'être sensible longtemps, là. Aujourd'hui, si ça coule, ça coule. Puis je continue à parler, là, je m'excuse pas. Fait que, voilà. C'est ça, la tristesse, pour moi, les émotions. Et la joie, surtout, là, c'est comme, wow. C'est comme, on dirait que j'ai l'impression que j'allais dans le sud pour la première fois, là. C'est chaud. C'est inspirant. Est-ce que tu as une méthode, une structure peut-être que tu mets en place justement pendant tes accompagnements, tes services, pour t'assurer, je dirais, un cadre de guidance, si je peux dire ça, parce que parfois on peut être un peu quand même dépassé par les émotions de l'autre, ou en tout cas l'autre, la personne qu'on accompagne peut se noyer un peu dans ses émotions. Comment tu parviens à maintenir un environnement à la fois ouvert, puisque tu es là pour accueillir, et à la fois structuré, cadré, pour garder le focus sur le passage, en fait, les solutions, le positif à travers. Ouais. Je vais oser aller dans un drôle de mot, mais maintenant, au début, j'avais un cadre plus établi. Je préparais beaucoup mes séances avant. Maintenant, je fais plus ça. Tu sais, je médite beaucoup. Puis, on dirait que je suis plus dans un état méditatif quand je reçois mes clients. Fait que je dirais que je me fie plus à mon instinct. C'est comme si le fait d'être calme en dedans, je suis vraiment plus à l'écoute de ce que la personne me dit sans me dire. Puis c'est plus avec ça que je travaille. C'est plus avec mon instinct. Évidemment, tu sais, ma matière, ma théorie, mes apprentissages, mes formations, que je fasse de l'hypnose, de la neuroactive coaching, peu importe, que je fasse la relation d'aide ou peu importe, mais ça m'habite. Je suis en confiance. Ouais. Puis toutes les fois au début, dans les premiers temps où je faisais des choses préétablies, même des fois que je regardais avec la personne, OK, on va faire ça la prochaine fois et tout ça, c'est peut-être arrivé avec toi-même. Parce que des fois, j'aime dire à la personne ce qui est possible de travailler, mais je réalise qu'à chaque fois qu'on arrive à la prochaine fois, ça chemine. Et là, c'est comme si je voulais revenir en arrière pour faire un bout. Moi, j'aime ça être efficace quand même. J'ai un côté rationnel fort, puis je veux que ce soit efficace. Donc, maintenant, je fais juste comme connecter avec ce qui est là dans le présent. Puis, en tout cas, peut-être que je me trompe, mais je pense que j'ai des bons résultats comme ça. Puis les gens, je sens que ça les apaise, comme d'être accueillis là où ils sont dans le day-to-day. Aujourd'hui, ils sont là. Ça l'aide. Donc, faire confiance à ce que tu as déjà expérimenté auparavant. Donc, c'est comme une structure intégrée, en fait. Oui, c'est très bien dit. Puis en même temps, c'est comme plus le client qui m'impose sa structure, je dirais. Et j'ai plus le goût de suivre mon client que lui me suivre, à moins qu'on ait un besoin. Je dirais qu'en fin de vie, la structure est peut-être un petit peu plus établie, évidemment. Aussi, peut-être parce que tu es passé par toutes ces émotions, tu les connais bien, tu as Ouais. intégré, comme tu as dit, la matière, donc ça donne plus de détente, peut-être, à ce qui se présente. Je pense que j'ai tellement vécu d'impuissance dans ma vie que je suis à l'aise avec être impuissante en avant de mes clients. Tu sais, parce que c'est ça le plus difficile en avant de quelqu'un qui vit des émotions, c'est l'impuissance. On peut rien faire, on peut rien dire. Ou on cherche trop quoi dire, puis on n'est plus. Tu sais, il faut juste être avec, surtout avec une personne en fin de vie, là. Pas le temps de faire le ménage. Tu sais, c'est comme juste être présent et tout ça. Fait que c'est ça. Pour moi, ça répond-tu? J'ai fait une petite loupe, là. Non, c'est vraiment parfait. Je voudrais approfondir un petit peu sur les deuils parce qu'on en parle beaucoup donc pour les personnes décédées, les personnes qui ne sont plus là. Et quand on s'est rencontrés, Karine, moi, la première chose que j'ai voulu travailler avec toi, c'était le deuil d'une relation, mais d'une personne qui est vraiment vivante, hein. Donc, finalement, j'ai trouvé ça presque plus difficile parce qu'il n'y avait pas pour moi, de symbole, comme je t'avais dit, par exemple, une personne qui part, il y a un cercueil qui est un symbole en fait de départ. Et moi, j'avais trouvé que c'était assez difficile de faire le deuil d'une relation ou parfois de personnes qui disparaissent de notre vie, mais on ne sait pas justement, on ne sait pas si elles sont décédées ou non. As-tu des pistes de réflexion à ce sujet pour entamer le processus de deuil et pour le faciliter? Bonne question.
c'est toujours de voir le besoin aussi qu'on a besoin de combler dans une perte aussi. Qu'est-ce que je peux faire pour moi-même? Qu'est-ce que je peux... C'est toujours la perception qu'on a de quelque chose qui fait qu'on vit quelque chose. Même le deuil d'une personne par la mort, il n'y a pas deux personnes qui vont le vivre de la même façon. Il n'y a pas deux deuils qui vont être pareils. C'est pour ça souvent je dis, ben, je suis pas spécialiste du deuil parce que je peux pas, parce qu'il n'y a pas deux deuils pareils. Que je suis à accueillir vraiment, chaque personne là-dedans. Et dans le cas où on va vivre une perte, que ce soit par la mort ou non, c'est toujours de s'arrêter. Premièrement, d'être accompagné, parce que je dis souvent qu'on a un angle mort, là. Premièrement, il faut vivre les émotions qui sont là, il faut se les autoriser. On a le droit d'être en colère. La colère, c'est une demande de changement qu'on vit en dedans. Donc, c'est pour ça que c'est une étape quand même assez importante. Ben, c'est plate, mais les femmes, on n'est pas très, très éduquées à ça. Soit qu'on est dans notre semaine, soit on est folle, ou on est hystérique. Fait que, c'est pas des choix très, très invitants. Mais la colère, c'est souvent l'image qu'on s'en fait qui fait qu'on ne veut pas aller là. Mais c'est simplement d'exprimer une demande de changement. Et dans le deuil, ben, on est impuissant parce que ça ne changera peut-être pas. C'est que ce soit une séparation, on voudrait que la personne revienne ou qu'elle nous reconnaisse, ou dans l'autre cas, ben, la personne n'est plus là et elle ne peut pas revenir. Même si je suis en colère, et des fois, les gens vont se dire, je ne peux pas être en colère après la personne parce que je sais que ce n'est pas ce qu'elle voulait ou elle ne voulait pas mourir. Oui, mais des fois, la colère n'est pas reliée à la personne, elle est reliée à la vie. Je suis en colère après la vie, je vis de l'injustice. Pourquoi moi? Tu sais, c'est toutes les questions qu'on va se poser. Là. On se lèche la patte, c'est normal. Là. Fait qu'il y a comme une phase là, où il faut accepter de vivre des émotions qui est souvent incohérente. Moi, j'appelle ça le syndrome du va-t'en, mais reste ici. Va-t'en, mais reste ici. Oui, ça, c'est super clair pour ceux qui sont autour de nous. Tu sais. Je veux pas que tu t'en ailles, je veux pas être seule, mais je veux être seule. Il y a quelque chose. Moi, je me rappelle là, comment je me sentais complètement folle. Et c'est ça, fait qu'on vit des choses incohérentes en fait qu'il faut valider nos émotions au premier plan. Par la suite, ça prend quelqu'un pour nous aider dans l'angle mort. Sans mauvais jeu de mots, hein, l'angle mort, c'est vraiment Oui, oui, non, oui, je te mets habituée de ce mot-là. Mais oui, dans notre angle mort, puis il faut comprendre que c'est impossible de voir la carte en plan puis d'être dedans aussi. Je ne peux pas être dans le labyrinthe puis voir en plan la sortie. Tout à fait. Comme Donc, avoir... moi, je dis toujours c'est le principe du labyrinthe. Quand on accompagne quelqu'un en deuil, je fais une loupe avec ça parce que je trouve que c'est nécessaire, mais c'est ça qu'il faut comprendre pour ne pas juger la personne qui est souvent incohérente en avant de nous. C'est que nous, on voit en plan. On n'est pas pris émotivement. Mais quand on est pris émotivement, là, on ne voit rien. On ne voit rien. On voit des petits bouts par petits bouts, puis on se trompe, Fait que il faut accepter d'être imparfait. Il faut accepter d'être imparfait dans le deuil. Il faut accepter que ça fasse peut-être partie, en fait, ressortir le pire de nous, dans certains cas. Puis on vit un deuil à partir d'où on est. Donc, si je suis en hygiène émotive déjà, ben ça va bien aller. Moi, j'en avais pas. Moi, je pleurais tout le temps. J'étais hyper sensible, mais je pleurais jamais bonnes affaires. Là. Donc, fait que mes deuils, je les ai vécus à partir de là. Donc, je pense que c'est les premières étapes pour cheminer dans un deuil. Oui, justement, j'allais te demander quelle serait la première étape d'un deuil, étant donné que quand on est dans l'angle mort, on ne voit plus vraiment ce qui se passe. On se demande souvent pourquoi moi, puis on tourne un peu en rond avec, c'est quand même un sentiment d'isolement et de solitude assez fort, les premiers temps en tout cas, puis pour certaines personnes, ça peut durer assez longtemps. Donc la première étape d'un deuil, pour toi, ça serait d'aller chercher de l'aide si c'est possible, mais si c'est pas possible, est-ce que Non, d'écrire, d'en parler? pas tant. La première étape là, d'un deuil, c'est sûr que chaque deuil est différent, mais il y a comme une espèce de gel émotif. Puis moi, je parle pas des étapes du deuil, quoi qu'elles soient absolument véridiques. Moi, je travaille pas avec ces étapes-là vraiment. Parce que je vois très bien que les gens, ce qu'ils veulent à ce moment-là, c'est comme faire check sa liste. Ils rationalisent leur deuil. Fait que moi, je ne veux plus là. Terminé, oui. Quoique c'est bien de lire après puis de voir le cheminement qu'on a fait. Mais avec mes clients, pour moi, en tout cas, c'était difficile d'aborder de cette façon-là. Mais la première étape, là, on est obligé puis je trouve que c'est important de le comprendre, c'est qu'il y a comme un gel émotif, c'est un choc. Même si on sait que la personne va mourir, ça se peut qu'on vive ça aussi.
Ça se peut que non. Mais dans beaucoup de cas, c'est ce qui va se passer. Puis, juste penser à des funérailles. Moi, je me rappelle, là, moi, j'ai accompagné ma mère. Là, je suis revenue, ma mère était dans le coma. J'étais partie parce que j'étais rendue malade, là, tellement que... Bon, ce serait une longue histoire à raconter. Mais, et quand je suis revenue, ma mère était déjà dans le coma et c'était... Pourquoi je compte ça donc, Julia? Je m'excuse. Je te parlais des étapes du deuil et tu nous Oui, disais que c'était très difficile, tu ne fonctionnais pas avec les étapes parce que chaque deuil est différent. oui. Je Puis, ben, c'est ça, c'est que même si je savais qu'elle allait mourir, même si je l'avais accompagnée, elle ne pouvait pas mourir. Mhm. C'était faux, j'allais me réveiller, c'était un cauchemar. Pour toi, ta perception, comme tu l'as dit. Absolument. Mhm. Et le déni peut arriver même si on sait, parce que des personnes disent qu'on va avoir cette étape de déni-là, juste un accident, mais c'est le choc. C'est le choc, oui. Mais non, on peut vivre ça aussi. Donc, c'est comme une étape de déni, de gel émotif, il ne se passe rien. Et moi, au funérailles, j'ai lu un texte, puis je voyais mes amis pleurer, puis je leur disais, pleurez pas. Puis là, tu sais, Mhm. ça se dit, donc, qu'est-ce qu'il a pris, tu sais? Est-ce que c'est gelé? C'est gelé, c'est ça. C'est gelé, puis c'est correct parce que le cerveau, il peut pas. Tu peux pas tout absorber ça, tu peux pas comprendre, c'est de la survie. C'est Oui. comme si on branche un toaster, un four micro-ondes, puis un frigo sur la même branche, le fusible fait tch, c'est trop, je vais passer au feu. Et après, ben doucement, les connexions se refait et c'est là. Fait que la première étape, moi, je dis souvent aux gens, les personnes qui m'appellent vite, 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 là, ça ressemble souvent à genre, je vais faire mes impôts. Alors, bonjour, oui, c'est ça. Ben, j'ai perdu mon conjoint et on m'a donné votre numéro. J'aimerais ça prendre. Et fait que là, je me dis, mon Dieu, OK, vous pouvez me rappeler quand vous allez ressentir le besoin. Est-ce que vous avez un besoin? Ben, je pense que ça me ferait du bien, là, de. Fait que souvent, j'amène la personne à dire, quand vous ressentirez vraiment le besoin, rappelez-moi, ça va vraiment me faire plaisir d'être là pour vous, mais prenez le temps. Question de ne pas pousser la personne dans un deuil. Propulser, tu sais, pousser. Les Mhm. proches, ils veulent aider, mais ce que ça crée, c'est comme on pousse la personne dans une étape trop vite. Oui. Fait qu'il faut juste regarder qu'est-ce que ça me dit en dedans. C'est juste comme, ça parle de mon impuissance à accompagner la personne. Puis Mhm. c'est normal. C'est normal parce que c'est tellement difficile. Et je veux dire, c'est difficile de voir quelqu'un qu'on aime souffrir, mais c'est ça. Donc, la première étape, c'est pas là souvent que les gens vont les consulter tout de suite, Donc, où ils vont en avoir le plus besoin. ton rôle, c'est aussi justement de remettre les choses en conscience, d'attendre aussi que la personne soit consciente qu'elle ait des émotions à évacuer éventuellement, de lui redonner sa responsabilité peut-être aussi. Toujours. Parce que là, tu les mets face à ben, quand vous ressentirez quelque chose, vous me rappellerez. Oui. Oui, J'allais puis je pense que c'est la base. hmm, Oui, c'est la base. j'allais justement te demander quelle serait la plus grande résistance ou la plus grande peur à laquelle les gens font face qui pourrait nuire à commencer le deuil. Puis peut-être tu l'as déjà répondu, c'est le déni pour toi, c'est le fait d'être pas conscient des émotions qui ont été ou du choc qui a été La vécu. plus grande résistance que je vois, ben, exemple, ben, c'est sûr que le déni ou le gène émotif, il arrive, puis on n'a pas choisi. Mais la résistance, là, vraiment, c'est la peur de souffrir. Mhm. C'est vraiment incroyable. Même, je trouve qu'on trace notre vie avec, en fuyant les ondes de souffrance, beaucoup plus qu'en allant où on voudrait aller. T'sais, on n'a pas appris à vivre nos émotions, à accueillir la souffrance, puis juste se dire, puis j'en fais partie, là, je ne suis pas une personne, mais juste de se dire, bon, mais ça va passer. Tu sais, plonge dans la vague, puis tu vas ressortir en arrière. C'est comme si on se dit, moi, je me suis dit ça longtemps. J'avais l'impression que si je pleurais, j'allais me noyer là-dedans. Oui. C'est ça. Il a vraiment fallu que j'étudie en théorie, là, tellement dans tous les angles, avant, parce que je suis une fille instinctive de nature, mais j'ai développé tellement de rationalité pour ma survie, ça m'éloignait de moi. Mais aujourd'hui, ça revient. Mais ce que j'aime, c'est que je suis capable de voir chez mes clients cette résistance-là, les accueillir là-dedans, je les juge pas, là. Je les juge pas, parce que je me dis, ah, Sainte, je sais comment que... C'est comme apprendre à nager en théorie. Je veux bien, jusqu'à un moment donné, il faut que tu plonges. Là. Alors, tu es dans l'eau, là, tu peux pas dire
J'ai fait 500 heures de cours de natation si t'as pas mis un pied dans l'eau. Ouais. Fait que, J'aime beaucoup l'analogie de la vague qui revient un peu au même principe hein, quand on prend des cours de surf, ils nous le diront toujours, c'est à un moment donné, si la vague t'emporte, laisse faire, va jusqu'au fond, puis tu vas remonter ouais. tout seul. Et c'est contre nature de faire ça. Donc, c'est vrai que plus on pratique cette notion de se laisser aller par nos émotions, plus, à mon avis, c'est là où on va remonter peut-être aussi plus vite. Ouais. Ben, une émotion, c'est pas fait pour s'installer en dedans de nous. C'est fait pour passer. Ouais. Puis, fait que si je réponds à la porte, ben, ça va rentrer, puis je vais le vivre, puis ça va sortir. Aujourd'hui, je le comprends, là. C'est plus de la théorie, là. Si j'ai quelque chose qui me touche, ça monte. Je pleure, puis c'est fini. 5 minutes après, c'est quasiment déroutant pour les gens autour de moi parce que c'est ah, OK. Évacuer. Oui, c'est fini. C'est Mm. sûr que là, on s'entend, s'il y a quelque chose d'hyper gros, ça va. Le processus, ça fait pas si vite comme ça pour tout, là. Mais je le vois. Même chose pour une colère. Si j'ai quelque chose à dire, je vais le dire. Avant, je gardais tout. J'acceptais l'inacceptable bien souvent. À ce temps, si j'ai quelque chose, je le dis. Puis je récupère ce qu'il faut, mais je suis à l'aise avec ça. Fait que ça m'allège énormément. Fait que c'est la base pour chaque personne qui est en deuil, d'accueillir les émotions. Mm. On n'a pas appris ça. Hein? Non, on apprend ça à l'école de la vie. Ouais, c'est ça. Quand, quand on parle de deuil, donc tu dis que pour toi, c'est vraiment la notion de la perte. J'aime bien, en tout cas, j'ai été confrontée à l'idée de devoir tout perdre à un moment donné, justement, pour passer à autre chose. Est-ce qu'on pourrait dire que le processus du deuil, ça s'appréhende ou c'est un peu la même racine que d'apprendre à se détacher des choses d'une manière générale dans la vie? Est-ce que c'est une philosophie que toi, tu pratiques, le fait de te dire ce que je possède, peu importe ce que c'est, une relation, un objet, à un moment donné, ben, je ne l'aurai plus. Moi, ma force, c'est beaucoup d'être dans le moment présent. Mhm. Les personnes qui partagent ma vie trouvent ça toujours bien exotique au début. Après ça, ils font c'est très le fun de faire des projets à long terme. Fait qu'il y a tout le temps le revers de la médaille, là, mais moi, je suis vraiment pas mal présent. Puis mon défi, c'est plutôt de voir un peu plus loin. Mhm. Donc, fait que c'est ça, fait que ça s'applique là aussi. Ouais. Fait que j'accueille là, qu'est-ce qui est là. Je mange un éléphant une bouche à la fois tout le temps. Dans Mhm. les processus dans lesquels on est présentement, ben, je vois pas loin. Tu sais, c'est comme le chemin de Compostelle encore. Ouais. Si je regarde, je me dis, oh mon Dieu, je vois pas le bout, puis là, je vais être découragée, puis j'ai mal. Tu sais, on choisit qu'est-ce qu'on nourrit en dedans pour faire ce cheminement-là. Fait que moi, je sais que longtemps, ma perception de ça, c'était si je regarde en arrière, c'était triste, parce que j'avais pas vécu mes peines. Aujourd'hui, je me sens, si je regarde en arrière, je me dis, mon Dieu, je les ai perdus, là, mais quelle famille exceptionnelle j'ai eue. Wow! Fait que je l'ai pas eu longtemps, ma mère, mais quelle maman exceptionnelle. Fait Mhm. que, tu sais, aujourd'hui, regarder en arrière, ça me va quand même. Et regarder trop loin, j'étais dans la peur parce que je savais que tout pouvait basculer en une seconde. Fait que je ne vais pas regarder loin. Fait que j'ai appris à marcher sur mon chemin de Compostelle puis regarder juste mes souliers. Fait que c'est plate, mais le paysage, il est peut-être pas tout le temps. Tu ne vas pas coucher de soleil, tu ne vas pas lever de soleil. Fait Vive que là, j'ai l'instant présent. commencé à relever mes yeux un peu, mais je ne suis pas quelqu'un qui regarde très, très, très loin à l'avance. Fait que ça fait ça dans la perte aussi. Mais comme tu dis, ça peut être aussi une force, surtout en grand changement, en période comme on le vit en ce moment. Oui, Ça doit t'aider au quotidien de oui. vivre ton présent dans le moment Le présent. présent, c'est pas anxiogène. Exact, C'est qu'on regarde plus loin. Puis, tout c'est à ça. fait. Ouais. Parle-nous de ton chemin de Compostelle, justement, parce que Karine, tu sors un livre bientôt. Je crois qu'il est là, il est prêt. Et on est dans les derniers milles avant ça. Je suis très, très, très contente. C'est un recueil de 14 textes que j'ai écrits. Ces textes-là, je les ai écrits vraiment, ben c'est souvent, je pense, un peu plus. Ils, ils commencent presque tous avec la petite Karine souffrante qui écrit, puis qui finit avec le regard résiliente, de la résilience que ces situations-là ont fait naître en moi. J'ai vraiment fait ce livre dans un concept un peu de la mission de mon entreprise que je parlais tantôt, qui était de donner ce que j'aurais aimé recevoir. Mhm. Et moi, j'aurais aimé ça, entendre une personne qui a perdu ses parents
une personne qui se sent seule dans le deuil, une personne qui se sent incohérente. Tu sais, mes textes sont pas faits, là, c'est vraiment beaucoup d'humilité là-dedans parce que des fois, je me dépeins, tu sais, je vais vraiment dans mes zones d'ombre. Ouais. Bien, je trouve que c'est ça qui est important. Parce que le but, c'est pas... Des fois, on me dit, ah mon Dieu, t'as traversé tout ça. Ben oui, mais attends, là, ça c'est bien cute, là, comme ça, là, mais tu sais, j'ai fait des chaos, là, je me suis perdue, j'ai brisé des relations, tu sais, j'ai fait de la peine à des gens aussi, puis tu sais, c'est ça. J'ai peut-être pas eu un cheminement dans la drogue et tout ça, que ça aurait pu arriver, mais j'ai eu cette chance-là, mais tu sais, j'aime ça aborder les parcours de deuil imparfaits. Parce que c'est rare qu'on en parle. On voit tout le temps on voit la résilience. Justement, c'est comme le paradis là, tu sais, qu'on vise. On veut tout aller en voyage là. On veut ça, mais la vraie vie. Je vais être dans la résilience, mais tu sais, moi, ça me choquait tellement d'entendre parler de résilience quand j'étais dans le deuil. Ouais. Parce que tu sais, tu peux pas le chercher, ça, tu peux pas le trouver. Il faut que tu le sèmes et que tu l'entretiennes en dedans. C'est pas quelque chose qui peut arriver comme ça. Donc, dépendamment encore là d'où on est. Est-ce que notre terreau est fertile ou il l'est pas? Fait que le chemin de Compostelle intérieur, ça a été un peu le parcours de plein d'événements que j'ai vécu. Je parle un peu de la ligne rouge, justement, qu'on parlait tantôt. J'appelle ça la ligne rouge. Et ça m'a marqué quand j'ai commencé à avoir des clients en deuil, vraiment. Les gens ils me parlaient de ce moment-là où ils comprenaient vraiment, là, dans tout ce qu'ils sont, que ce serait plus jamais comme avant. Ça, c'est ce Et que c'est ça, j'en parle, puis je viens émue. Il y a quelque chose qui se passe, là. Cette ligne-là, elle est violente. c'est un point de non-retour. Pardon? C'est un point de non-retour. C'est un point de non-retour. Il y a un avant puis un après. Et puis, toutes les personnes en deuil vivent ça. Ça, c'est tout de suite après le dégel. C'est comme année, il y a l'info passe, puis là, tu fais comme, OK, ça sera plus comme avant. Elle reviendra pas. Ouais. Ça, quand les personnes me partagent ça, là, je le sais, je sais ce qui se passe en dedans. Ouais. Fait que j'ai écrit ce texte-là qui a été super... j'en ai entendu parler comme ça se peut pas. Parce que je pense que j'ai réussi à mettre des mots, j'en suis très fière sur ce... C'est tellement mince comme moment. C'est tellement mince, mais c'est vraiment comme si tu reçois un coup de pelle. Oui. Ch'tauk! Puis t'es sonné, là. Il y a vraiment quelque chose qui va se passer là. Puis de le comprendre puis de mettre des mots là-dessus. C'est comme si, je dis tant, on donne un lunch au rationnel et à bed and plan puis il nous laisse aller vivre les émotions. Ouais. Fait que ouais, ça c'est un texte qui me touche beaucoup parce que je le sais que les gens ça les rassure, ça les apaise de savoir qu'il y a des mots à mettre sur quelque chose de si choquant à vivre. Fait que c'est des récits comme ça. Puis ça peut pas plaire à tout le monde. C'est pas un livre où il y a des outils, mais le livre peut devenir un outil pour mieux comprendre la traversée. Puis mes deuils sont uniques, mais je pense que les gens se reconnaissent beaucoup dans mes textes quand même. Comment tu as senti que c'était le bon moment pour écrire, pour livrer ce que tu avais besoin de dire ou partager? Enfin, je dis besoin, c'est peut-être pas justement un besoin, mais qu'est-ce qui t'a poussé à le faire? J'ai toujours eu la plume facile. Ça a été un mode de création facile pour moi. Tu sais, quand on faisait des travaux, là, des textes écrits, là, c'était vraiment ma force. J'aimais ça. Ça, puis les oraux, hein, on comprend qu'on revient à la source à un moment donné. C'est comme si en écrivant, je me relisais puis je comprenais aussi. Ouais. C'est comme j'avais besoin... j'ai besoin tout le temps de comprendre. Là. Des fois, c'est comme presque... C'est là, hein? Tout le temps besoin de comprendre, d'analyser, de faire l'autopsie de quelque chose, tout le temps. Fait que c'est comme si les mots que je choisissais m'aidaient à analyser les choses différemment après. C'est comme si c'était plus le cœur qui écrivait, puis après ça, je faisais comme OK, ça fait du sens. C'est un peu ça qui s'est passé. Il n'y a pas eu... j'ai commencé à écrire au départ pour des revues web, des personnes qui m'avaient demandé ce que vous voudriez écrire sur le deuil, tout ça. Et ben j'ai accepté. Puis ça m'a mis comme une espèce
mouvement. Puis là, Mm. j'ai écrit pour quelques revues web et est né là, de cette façon-là, le livre, en fait. C'est le recueil de ces blogs-là. Mm. Je me suis rendu compte en le faisant, parce que je l'ai fait en livre audio, en le lisant d'un trait, tu sais, quand je l'ai enregistré. J'avais jamais lu tous mes textes. Tu sais, je les avais, avant l'enregistrement, j'avais pratiqué chaque texte et tout ça, tu sais, pour bien les articuler puis les avoir en bouche. Mais quand je les ai tous lus à l'enregistrement, j'ai fait « Oh, c'est un hommage à ma mère. » Wow. Ouais, j'ai été surpris de ça. J'ai fait « Ben, je suis obligée de me rendre compte que c'est un hommage à ma mère. » De voir tout ce qu'elle avait changé en moi, tout ce que cette souffrance-là a quand même, parce que comme je dis, chaque histoire, il y a de la résilience et de l'espoir dedans. Et là, je me suis dit, wow, quel héritage hein, qu'elle m'a donné quand même. Je suis très chanceuse. Puis quel héritage tu t'offres aussi, parce que Absolument, tu c'est te vrai. libères aussi à travers le processus. T'as raison. Mm. Mhm. C'est vraiment magnifique. J'allais te demander quelle était l'intention, mais je pense que ton intention, finalement, c'est de te libérer à travers ces écrits, de poursuivre aussi ton chemin et puis d'incarner un peu, toujours un peu plus ce que tu enseignes, ce que tu Mhm. partages. Si maintenant les gens avaient une chose à retenir de cette entrevue aujourd'hui, quel serait ton message? Mhm. Très libre. Quel serait ton message? Qu'est-ce que tu voudrais? Ben, même si on pense qu'on s'en sortira jamais d'un deuil, c'est l'illusion. C'est l'illusion. Euh, on finit par s'en sortir. On finit par voir la lumière au bout du tunnel. Mm. Il faut accepter d'aller chercher des outils, il faut accepter d'être vulnérable, il faut accepter d'être imparfait. Ça nous rapproche vraiment beaucoup de nous ou ça nous éloigne complètement. C'est sûr qu'il y a toujours le choix, la polarité de tout ça, mais c'est vraiment, tu sais, quand on dit les gens vont faire un chemin de Compostelle pour se retrouver, c'est comme ça que le titre est arrivé. J'ai une amie qui me disait, moi, je vais aller faire le chemin de Compostelle, puis on dirait que j'ai pas eu d'épreuves dans la vie, puis j'aimerais ça me trouver. On dirait que je suis une partie de moi, puis là, je me disais, hein, c'est drôle, j'ai l'impression que moi, j'ai fait le chemin de Compostelle, mais en dedans. Mm. Alors, c'est ça, il faut accepter. Je pense que l'image est forte quand on vit un deuil, de voir ce que c'est un pas à la fois. De prendre des ressources, de prendre des ressources, ça peut être des amis, si on ne leur demande pas d'être thérapeute. Ça peut être sans les mots, hein, c'est juste de prendre soin de soi, de revenir à nous, d'accepter de se connaître d'une autre façon, parce qu'on ne sera plus jamais la même personne, en fait, c'est sûr. Mais je pense qu'il y a une version améliorée qui peut être là aussi. Mm. Magnifique. Mm. Merci vraiment, Karine, pour ce moment partagé avec toi. Merci à toi, Julia. Il y a vraiment beaucoup de pépites à écouter, réécouter. On peut te retrouver sur ton site internet. Il y a aussi des Absolument. gratuités sur ton site internet pour ceux qui ne savent pas du tout par où commencer. T'offres beaucoup de ressources, que ce soit donc sur ta page aussi Facebook. Je remettrai les liens pour te retrouver. Absolument. KarineLeclerc-2.com. Facebook, évidemment, c'est toujours une plateforme intéressante. Puis il y a plein de choses qui s'en viennent aussi dans les prochains mois. Le livre sort quand? Ça devrait, avec, tu sais, avec la COVID, là, on dirait que tout est toujours en deux chaises, mais on dit d'ici fin octobre. Donc, c'est vraiment dans les derniers milles. Donc, Ça serait magnifique pour ouais. célébrer la Ben, fête. j'ai hâte de me réjouir, mais j'attends de l'avoir dans mes mains. J'ai vraiment hâte. À mon avis, ça va être le planning parfait. Ça va arriver autour de la fête des morts. Ça serait Mhm. merveilleux et un très très beau cadeau pour tout le monde, pour toi en premier de t'être libérée, Mhm. pour les gens qui vont Vraiment. te voir. Merci Karine, c'était un plaisir de te recevoir. Merci, Julia. Merci beaucoup.